En cette belle fin de soirée du dimanche 2 mars 2025, il est 18h et un nouvel événement a lieu. Et vous allez en voir des psychoplantes. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. On vient d'arriver de Vichy, donc du salon de Vichy, c'était incroyable, moi je me suis régalé. En fait là ça va se passer en une semaine. Là je suis invité au vernissage du terrarium, ça s'appelle le terrarium, qui a été créé par Psychoplante et Nanook. On va les rejoindre directement et après moi j'ai été invité 2 autres après-midi dans la semaine. Je devais faire aussi des animations etc, mais mon emploi du temps est très chargé. Donc du coup je lui dis bah écoute je passerai, je vous montrerai un peu des petits plans de son événement parce que ça peut être grave cool. Là on y va directement, on est au marché du Lez, puis c'est parti les gars. Les amis, regardez avec qui je suis. Salut Psycho, ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Au marché du Lez. Là, du coup, c'est incroyable. Regardez sa petite antre. Ça s'appelle quoi, du coup, le terrarium? Ouais, le terrarium. Pourquoi tu l'appelais comme ça? En fait, on voulait un espace qui soit le plus inclusif possible par rapport aux univers de moi-même et de Nanook, ma compagne, qui est une illustratrice, du coup, une illustratrice du monde végétal. Donc, comme son petit personnage évolue dans un terrarium, voilà, le hasard faisant, parce que c'était une histoire qui existait déjà avant qu'on se rencontre. Ah, ok. Voilà. Ok, d'accord. C'est ça qui est mignon. Elle fournit la sculpture, on va dire, et moi je fournis les plantes. Ah mais c'est bien, c'est complémentaire de fou, c'est bien. Bah écoute, moi je te suis. Fais-nous la visite un peu parce que nous on est rentré un peu déjà, c'est super beau, il y a des plantes de fou, je te laisse faire. Allez, alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un showroom du coup qui est éphémère, on est là seulement 9 jours. Ok. Voilà, sinon on peut se retrouver partout ailleurs. Et bien sûr, ouais. Voilà, on balade tout le temps. En bourse en général, de toute façon on se voit déjà. Du coup on a aménagé le local pour 9 jours. Ok. Avec à peu près tout ce qu'on pouvait trouver à la maison. Bienvenue dans le terrarium, c'est un univers qui est principalement végétalisé. On connaît la musique en tant que passionné de terrarium, avec animaux ou non. Donc on va retrouver ici une grande gamme de plantes de ma production. Voilà, parce que quand même à la base je suis pépiniériste. Du coup on a essayé de proposer un échantillon très large et très accessible aux curieux. On est quand même sur un espace grand public, contrairement aux bourses terrario d'habitude. On a mélangé des plantes, mon univers, des illustrations et des créations textiles, herbiers et autres frivolités illustré de Nanook qui se cache dans sa petite robe au fond. Voilà. Du coup on va retrouver par exemple ces petits hybrides entre nos deux univers, puisque toutes les feuilles un peu qui tombent ou abîmées, qui sont encore en bel état de mes plantes, elle les récupère et elle en fait un herbier. Ah mais oui, d'accord. Elle a des feuilles de certaines variétés, dont je suis déjà le seul producteur en Europe, en herbier. Donc elle fait des herbiers qui sont littéralement uniques. J'avais même pas capté, tu vois. Et à chaque fois ce sont des originaux, c'est une illustration, c'est pas une impression. Pour un peu égayer la boutique, on a décidé de solliciter 3 autres petits artisans. Une amie qui est brodeuse, on lui a fait une commande sur des broderies plutôt terrarium, avec de l'insecte, parce qu'on adore les insectes, avec du papillon, tout ce qui est, voilà, il y avait des plantes, c'est un peu parti aussi ce week-end, avec aussi un ami qui est plutôt naturaliste, qui du coup va stabiliser des insectes. Ah c'est pour ça que t'as des petits cadres. Il y en a des très beaux. Ah ouais non franchement j'ai vu des scorpions et tout, magnifique. Et le hasard faisant, la maman de Nanook est peintre sur porcelaine, du coup elle nous a laissé 3 de ses œuvres pour la déco. Voilà, on les trouve sur le tour par exemple. Ah oui là-bas, c'est magnifique. Hein. Beaucoup de plantes. Là je vois qu'il y a des belles plantes. Ouais. L'avantage d'être producteur, c'est qu'on peut avoir des tarifs qui sont du coup pas ceux de la grande distribution. Ouais bien sûr, carrément. Donc on va retrouver des magnifiques graphiques de Flora variegata. Qu'est-ce que c'est beau ça. Qui sont déjà assez gros. Ça se vend combien ça? Sur les sites classiques autour de 70, gauche à 40. Et entre nous je marge bien dessus. De malade. Voilà. Vraiment, en fait c'est que ça pousse tout seul et c'est pas trop cher à multiplier. Et donc en fait il y en a qui profitent juste de l'engouement de la plante rare pour en faire voilà. Ah non mais c'est très bien. Il y a des super beaux philos. Ah de ouf, c'est magnifique. Petit Oblica ça? Alors Oblica Pérou, mais aussi Oblica Yasbi. J'ai reçu une bouture chez moi de ça. Alors elle est très facile à cultiver. Voilà, mais quand elle va être adulte, elle est d'une beauté, ça c'est vraiment une tueuse quoi. Des choses très variées. De ouf, des petites choses qu'on peut retrouver régulièrement en bourse, comme des épicicas par exemple, que j'aime beaucoup parce qu'ils vont très bien en terra. Petit dentorium aussi. Ouais, t'as quand même pas mal de plantes variegata aussi, c'est bien. Mais en fait non, j'en ai que 2. Ah mais non, c'est pas variegata ça. Et non. C'est quoi ça? Alors du coup on est sur un Sigonium qui est dit panaché. En fait aujourd'hui il y a un abus de la part de certaines entreprises pépiniéristes ou jardineries qui du coup mettent un variegata à peu près à tout pour revendre plus cher. D'accord. Alors que beaucoup de choses sont ce qu'on appelle des patchs. En fait c'est un dérivé de verre qui peut être très proche du blanc, qu'on pourrait confondre avec un blanc, mais qui participe toujours au processus de photosynthèse. Alors que la variegation c'est une carence, c'est une belle maladie, mais ça reste une maladie. Donc il y a beaucoup de choses, par exemple comme le ficus Chiveriana, qui est souvent vendu en Chiveriana variegata,
Ok. Et en fait, il n'en est pas un. T'imagines ce qu'on voit en blanc, c'est du vert. Mais du vert très tiré vers le blanc. Ok. Voilà. La confusion est classique. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais, dans la nature et dans le commerce, en fait, il n'y a quasiment aucune plante variegata. D'accord. Voilà. Tout ce qui est vendu en variegata, quasiment n'en sont pas. Dans la variegation, c'est plus les gens qui en font. Ça existe dans la nature, même si c'est un phénomène qui est spontané et rare. Mais en pépinière, on peut du coup travailler des cultivars, des plantes qui ont subi l'action humaine. Et du coup, on va tailler de manière à favoriser la sortie de ces maladies-là. On a une action sur le végétal. C'est qu'on décide de le stresser pour sortir à nouveau ces caractéristiques qui font que ça vend. Ok, d'accord. Voilà. Donc ici, petit espace plante, là-bas, petit espace bouffe, parce que du coup, on est au vernissage là. Du coup. Exactement. Comme on est là ouvert 9 jours, on a tout fait en accéléré. Bien sûr, on fait tout à 100 à l'heure. Après, là-bas, ensuite, je vois qu'il y a des pots. J'ai mis dans la boutique à plusieurs endroits des espaces matériels. Parce que c'est bien beau de faire des plantes, mais il faut aussi du matos des fois. Bien sûr, normal. Voilà. Et que du matos que j'ai testé. Ça, je sais que ça marche. Comme les tutos Rastfane par exemple. Ça, c'est incroyable. Ou les petits pots, enfin les bêtises. Voilà. Ok, donc substrat. Parce que tout ça, c'est toi qui fais, j'imagine. Ouais. Pour les substrats bruts comme la coco ou la perlite, je peux pas les fabriquer. Non. Je suis pas un volcan. Tu les mélanges quoi. Oui. Et je travaille avec mon fournisseur qui est à Montpellier. D'accord. Donc c'est trop bien. Je peux sourcer tous les produits. Ça veut dire que je sais quelle marque j'achète, ce qu'il y a dedans. Et en plus, comme il est hyper bon en substrat et engrais, on peut avoir des discussions passionnantes sur celui-ci. Un an, il commence un peu à mettre des trucs, donc du coup, basta, on arrête. Il y avait une marque que j'adorais, qui a été reprise il y a 3 ans par la mafia albanaise. Et en fait, le terreau a perdu beaucoup en qualité. Il continue à le vendre au kilomètre au même tarif. C'est un des plus bas du marché en termes de substrat de bonne qualité, entre guillemets. Mais du coup, ça reste... Voilà. Et comme je pars du principe, et je pense que tous les agriculteurs ou les maraîchers sont d'accord avec moi, si on cultive du végétal, la base, c'est la terre. C'est que sans bonne terre, tu peux rien faire. En terrasse, c'est pareil. Tu mets une terre de merde, elle vieillit en 6 mois, tu peux la jeter. C'est vrai, c'est très important, c'est clair. Du coup, je fais tous mes mélanges, adaptés à différentes plantes si besoin, même si j'ai une formule de base qui est adaptée à 95% des végétaux d'intérieur. Mais voilà, des fois, j'ai des petites particularités. En terrasse, j'adore celui-ci par exemple. Substrat minéral. Ouais, c'est un terreau sans terre. Tout ce qui ressemble à de la terre, c'est de la coco hyper broyée. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments minéraux, perlite, pumice et vermiculite. Vermiculite et coco ont une capacité à beaucoup retenir l'eau. Du coup, on a un substrat qui est à la fois très léger et qui retient l'eau. C'est ouf. En terra, avec animaux ou sans animaux, il n'y a pas de fond. Et puis sur le drainage, on met des pouzzolanes, des bêtises comme ça des fois. Là, pas besoin déjà. Pas besoin, Et en plus de ça, tout ce qui est planté en terrarium, généralement, alors des petits bégonias un peu sexy et autres plantes de terrarium. Donc on a l'habitude des fois depuis des générations Epiccia et autres plantes à racines légères, fougères par exemple, qui ont toutes des racines très fines, préfèrent les substrats minéraux puisque du coup il y a largement la place de développer les racines sans forcer sur la terre. Voilà. Les racines se développent beaucoup plus vite. C'est ça. Au Reptilade ou sur d'autres bourses. Celui-ci, il est un peu plus cher, mais je le liquide très bien. Je pense que Reptilade cette année, alors il y avait beaucoup de visiteurs, mais j'ai dû liquider après 300 litres de substrat divers et variés sur le week-end. Ah oui, quand même. Après, le substrat de base, il est très bien pour les terrariums aussi. Il est juste un peu plus classique et il est à 1 € le litre. Donc en fait, c'est plus accessible parce que je fais toujours des infos dégressivement. Il est sympa aussi ce petit coin là. Oui, au-dessus, il y a un petit coin spécial, c'est les plantes chiantes. C'est vraiment les plantes terrarium. Littéralement, c'est que 100% humide, que les plantes pénibles. Et du coup, je vais en montrer 2 peut-être à la caméra. Ah ouais, carrément, vas-y. La première, c'est les Calvoa. On est sur un Calvoa orientalis. En tant que producteur, on n'est que 2 à être enregistrés en Europe. Et après, mes petites fiertés, c'est les Scaphoclamis. En Europe, on doit être 3 ou 4 à essayer de sortir du lot, mais sur le marché, on en voit rarement. Ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai réussi à en vendre qu'un pied pour l'instant. Ah ouais. On en trouve un peu en jardin botanique vraiment spécialisé. D'accord, Ou genre Nancy ou Lyon, mais sinon c'est... Voilà. Allez, on tourne. Alors, passion Oya. L'année dernière, j'étais passion bégonia, cette année, je passe en Oya. C'est l'avantage, c'est qu'on peut toujours s'amuser avec plein de choses. C'est ouf, carrément. L'Oya, c'est toujours un feuillage qui est assez sympa, avec des panachages de couleurs. On peut voir des côtés très métalliques ou des côtés... que c'est beau ça. Ça fonctionne en terrarium, mais que sur les gros terrariums, parce que c'est une plante qui adore l'humidité, mais il faut de la ventilation si on veut pas que ça pourrisse. Et en terrasse, il n'y a pas de ventilateur. Ah oui, non, il n'y a pas. Voilà. Donc sur les très gros terras, ça fonctionne bien parce que les pieds vont s'acclimater plus facilement. Mais sur des petits terras, jamais d'Oya. Moi, j'ai cultivé à l'air libre. On peut cultiver dehors à Montpellier quasiment 8 mois sur 12. Sérieux? Ah ouais, ils supportent les rayons du soleil direct quasiment toute l'année. Ils craignent pas trop le froid, ils supportent jusqu'à 6-7 degrés dans des espèces. Quand même, hein. C'est trop bien. Et il y a une diversité de feuillage et de floraison. Parce que les Oyas sont connus pour leur floraison surtout. Et je vois les passionnés d'orchidées aiment bien les Oyas parce qu'on a des floraisons qui sont assez belles, voire aussi spectaculaires que celles d'orchidées. D'accord. Mais plus faciles à avoir. Non, j'imagine, Par exemple, celui-ci fait une floraison qui est très orangée, presque orange fluo. Alors il y a des variétés par exemple comme ceux-là qui font des floraisons blanches. Et plus c'est blanc, plus c'est odorant. Du coup, il y a un instinct qui sont même très odorants. Ah, super intéressant. Et après, on continue à se décliner
mais plutôt avec l'univers de Prisca. Incroyable. Qui est du coup notre illustratrice qui propose des choses très variées avec ses petites mains. On voit ça, ouais, c'est ouf, elle est créative. Là, c'est incroyable. Petit personnage féminin qui du coup se retrouve rétréci et jeté dans un terrarium, un très gros terrarium quand même, mais du coup elle y rencontre des plantes, des insectes. Et en fait pour chacun de ces produits il y a une histoire sur une planche de bande dessinée, puisque le but étant dans les prochains mois de sortir sa première bande dessinée. Oh, ça c'est stylé. Voilà, ce sera une série avec plusieurs volumes, etc. Incroyable. Bah bien sûr. Mais on va avoir vraiment toute la petite histoire. C'est magnifique, trop Donc cool. elle propose sur différents supports, du papier, du textile. Elle fait des petits boutons aussi elle-même. Tout est fait main. Elle imprime son illustration, elle le fait chauffer pour qu'il prenne la forme et tout. La technique et tout, c'est ouf. Elle travaille beaucoup le textile parce qu'elle a une formation de textile à la base. Ah oui, c'est des serviettes et tout là-bas. Ouais, et toujours avec la bande dessinée à l'intérieur. Même les packaging, c'est du papier en fait avec des graines à planter. Ah du ouais. coup, tu peux jeter le papier, les biodégradables, et en quelques mois tu auras tes graines qui vont pousser. Oh putain, mais c'est Du coup, en incroyable. fait, l'emballage est à jeter dans la nature littéralement. Voilà. Non mais c'est trop bien, franchement les trucs comme ça. Ça c'est le petit plus. Ça il y tient vraiment quand elle peut. C'est Bah pas oui. toujours possible. Et toujours du qualitatif. Parce qu'on est là quand même pour faire sa publicité. Ouais, mais c'est normal. On est la moitié du loyer. Ouais, Voilà. franchement super beau. Du coup, Ouais. elle travaille avec un imprimeur qui est en France, c'est textile. Ok. On travaille des impressions des encres qui sont faites en France, qui sont bio. Ecotex et GOTS. Alors, Ecotex, c'est le plus du bio. Ok. Et GOTS, c'est qu'il y a du respect du travailleur. Si tu fais du bio, vient par exemple d'autres pays, Ouais. les normes ne sont pas les mêmes qu'en France. Le Ah oui. bio espagnol est critiqué par Ouais, c'est exemple. vrai, apparemment, ouais. Mais du coup, GOTS, ça rajoute une valeur humaine. Un employé qui fait un très bon travail en Roumanie sera payé 1 euro de l'heure. Du coup, il n'y a pas de respect de la valeur humaine en termes de travail. Du coup, ouais. il ne peut pas avoir la certification pour la France. Tout est Ah ouais, nickel. non, putain, c'est tout un truc quand même. Hein. Ouais. Pouah. C'est un autre monde, mais je m'y habitue à force. Ouais, non, mais après, oui, c'est normal. Je pense que ça doit être intéressant aussi quand même. Hein. Et on retrouve cet univers végétal avec des petites planches de bande dessinée. Ah, c'est super beau. Ouais. C'est vraiment une page typique qu'il y aura dans le. Voilà. Ok. C'est pour décrire la création de la lingette, Ouais, ouais. mais il y a quand même une vraie histoire. Et on finit Trop par bien. une autre série de plantes encore. Toujours des plantes magnifiques. Voilà. C'est bien beau. Ouais. Là, c'est des variétés que je produis en un peu moins d'exemplaires des fois parce que c'est un peu plus, pas dur, mais c'est des espèces des fois plus chères ou un peu plus pénibles. Alors là, c'est les Pipremnum giganteum. Là, on ouais, dirait ça, je pas connais, comme ouais. ça, mais Ça, c'est un en truc fait, à énorme, maturité, ils font des feuilles qui sont très longues. Ouais. J'en ai un gros pied à la maison qui est mon pied principal. Et en fait, ils se multiplient très bien. Donc D'accord. j'en profite pour faire découvrir aux gens. Bah ouais, carrément. Hein. Voilà, du coup, ils sont à 6 balles par exemple, alors que Ça va. des gros pieds, ça coûte 200 balles. Ouais, bien sûr. Et là, bah, pas l'intérêt quoi. C'est le but quand même, c'est de proposer autant que possible des plantes avec des volumes le plus petits envisageables Ouais. pour avoir un tarif honnête. Faire des grosses potées de ces plantes-là, ça Ok. vaut genre 70-80 balles sur des réseaux, Ouais. ou tu peux trouver des fois un en jardinerie à 100 balles. Bah, moi, je te fais un petit pied à 10 balles, bah, et du coup, tu peux le faire pousser. Enfin, je veux dire, tant Ouais, qu'il bien est sûr. raciné, il est sain. Donc voilà, tout le côté de démocratisation de les plantes rares, même si j'ai pas le terme, ne sont pas forcément réservées à ceux qui ont un gros portefeuille. Ouais, bien Ou sûr. aux gens qui ont une expérience végétale. Beaucoup de plantes rares sont extrêmement faciles, puisqu'elles sont jamais arrivées en France, donc elles sont rares. Ok. Voilà. Ah, c'est tout simplement ça. C'est le quoi. reflet d'une économie, la rareté. hein. Ouais, ouais, c'est Si vrai. demain, cette plante-là, tous les gens disent non, elle devient commune. Bah, c'est un peu comme le Monster Oblica là. Voilà, qui coûtait 1000 € il y a 4 ans le pied, Hmm. et maintenant, moi je l'en vends à 10 €. Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir proposer des variétés accessibles. Ouais. Voilà, à quelques exceptions près. hein. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'elles sont très techniques. Mais tout est entre 6 et 40 €. Non, C'est la règle. franchement, 40 €, c'est le max que moi je mets de ma poche pour une plante. À l'époque, c'était 50 € quand j'ai créé l'entreprise. Ok. Mais le panier moyen est abaissé. Je suis adapté. Je ne mets en production que des variétés que je sais que je peux vendre à moins de 40 €. Il y a des variétés que j'adore, mais que je devrais vendre 200 €, je le fais pas. Ou alors j'en ai un pied pour moi. Ok. Voilà, c'est tout. Bon, bah, Même c'est les bien, ouais. Scaphoclamis qui sont très rares, j'essaie de les travailler suffisamment longtemps pour pouvoir en proposer des pieds à 20 ou 40 €. Ouais, c'est vraiment un travail de fou quand même derrière. Pas moins de 6 € parce que aujourd'hui il y a des conventions, on va dire, qui sont plus morales que légales. Ouais. C'est que tout ce qui est produit en France pour de l'ornemental, hors semis ou hors contrat d'exclusivité avec des jardineries, Ouais. parce qu'il y a des pépinières en France qui produisent 10 000 pieds, mais c'est pour une entreprise particulière. Oui, bien sûr. Voilà, on ne peut pas vendre à moins de 5 €. C'est vendu à moins de 5 €, tu sais, c'est pas made in France de base. C'est en fait entre les coûts des charges, les coûts des énergies, les pieds principaux, la terre et tout. Aujourd'hui, si c'est moins de 5 €, c'est ou tu travailles à perte, ou tu es en concurrence déloyale. Donc, Ok. il y a deux choses qui sont illégales. Et ouais, bien sûr. Du coup, la convention a mis le prix à 5 €. Moi, je suis à 6 parce que je suis une petite entreprise. J'ai Bah pas oui, une c'est grosse normal. terre, voilà. Ah, c'est normal, bien sûr. Tu sais que si on trouve une plante à 2, 3, 4 € dans une jardinerie, elle vient pas de France, de base. Ou si on trouve sur une expo, par exemple, une bourse quelconque, Ouais. une plante à moins de 5 €, c'est qu'elle n'est pas faite en France. D'accord. Et ce qui est important, c'est que c'est un bon critère de filtre, surtout pour les amis terrarios. Quand tu achètes une plante qui vient des Pays-Bas ou de notre pays, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus une emprise de la République tchèque, c'est eux qui fournissent tout ce qui est Ikea, Carrefour et compagnie. C'est des hormones, des engrais de croissance qui sont interdits en France. On peut vendre le produit fini, mais pas le produit de base. Et ouais, ouais. Bah, c'est un peu le piège. Moi, mes engrais ils sont bretons. hein. Donc ok. voilà. Mais du coup, si tu vends un produit avec des hormones qui sont interdits en France, c'est déjà qu'il y a une raison. Oui. Même si nous on sait qu'on a une législation qui est très sévère, mais c'est aussi parce qu'il y a des risques pour l'environnement. Ah oui, bien sûr. Donc quand tu j'imagine, achètes une plante, genre dans une
jardinerie, tu la mets jamais dans ton terrarium en fait. C'est le piège. Ou alors tu la laisses en carence. Là, tu vas l'acheter, tu vas la laisser pendant 1 mois ou 2, bien la lessiver, donc la rempoter, bien lessiver les racines, arroser, pour que tous les engrais s'évacuent de la plante. Et après, tu la mets dans ton terrarium. D'accord. Donc quand sur une bourse, c'est un truc qui m'énerve, je vois des gens qui arrivent avec des rôles de plantes qui viennent NL, Pays-Bas. Mais en fait, tu la vends en bourse, mais la personne ne sait pas qu'elle ne doit pas le mettre dans le terrarium. Ouais, faut au moins le dire. Mais les gens, même les vendeurs, ils ne le savent pas. C'est des quiches souvent. Donc, la plupart des fleuristes sont des très bons vendeurs, ils savent s'occuper des plantes et tout. Ouais. Mais des fois, ils n'ont pas toute l'envie de savoir tout ce qui se passe. Okay, voilà. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais voilà, du coup, en bourse, si j'avais un conseil à faire, prenez vos producteurs français. Qui connaissent ce qu'ils ont fait pousser et ce qu'ils ont mis dedans. Ben voilà, parfait. Voilà. Parce que par exemple, l'engrais que j'utilise, il est bio, il est pet friendly, il n'y a pas de toxicité pour les animaux. Et en plus, je sais qu'avant toutes les bourses, je laisse au moins 2-3 semaines de repos sans engrais pour être sûr que malgré la non-nocivité, il n'y ait vraiment pas de souci. Ben voilà. Ça, on le saura comme ça au moins. Parce que des fois, on se dit, ah, j'ai planté des plantes, j'ai fait mon terrarium, j'ai mis une grenouille. Les grenouilles qui ont en plus des peaux qui sont hyper poreuses. Bien sûr. Et tu te retrouves, ah, ben, elle a une maladie. Au bout de 6 mois, 1 an. Des fois, on ne sait pas, on se dit, ben, elle meurt, bon, ben, qu'elle était vieille parce qu'elle était malade de l'intérieur, ou parce que c'était un imposement, quoi, des engrais. C'est en fait, à moins de faire des autopsies, tu le sais jamais. Bah non, bien sûr. Ouais. Donc bien choisir ces plantes, c'est extrêmement important en terrarium. Et oui, bien sûr. Ouais. Voilà, à la maison, c'est moins pénible. Mais en terrarium, on fait attention. Tu vois, même moi, ça, je le savais pas, donc on le saura maintenant. Comme ça, on éviterait de tuer des grenouilles maintenant. Oui, mais voilà, toutes les plantes ne sont pas toxiques, mais il faut faire attention aux produits qui sont utilisés pour l'engraissage. C'est vraiment un truc hyper important. La terre, les engrais, et après, on se fait plaisir. Bah franchement, super petit tour. Voilà, magnifique. le terrarium. Bah merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. Avec plaisir. Et bah du coup, profite. Ah ouais, merci beaucoup. Ouais. Après ces beaux échanges, j'ai pu visiter tranquillement l'événement et je peux vous le dire, il y en avait des psychopépites. Il est temps de rentrer à la maison. On se retrouvera quelques jours plus tard pour parler plus précisément de différents sujets avec Psychoplante. Les amis, on se retrouve quelques jours après. Je retourne au terrarium, donc l'événement de Psychoplante. Je voulais retourner, voilà, pour repasser une petite soirée. Et comme ça, j'avais aussi envie qu'il vous parle un peu plus précisément, soit des plantes, soit du substrat. En fait, de quelque chose qui a un rapport avec la botanique, vu que c'est un mec quand même très très fort là-dedans. Ça va être bien sympa. Je sais pas du tout s'il y aura encore plus de monde que dimanche. Je pense que là, ça va être un peu plus calme vu qu'on est mardi soir. Donc écoutez, on verra bien. On se retrouve deuxième fois. Ouais, bien. Là cette fois-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais trop un peu parler un peu plus en détail avec Psychoplante sur des sujets, que ce soit sur des plantes ou quoi. On s'est dit, on peut parler de la terrario, ça peut être grave cool. Tu m'avais dit quoi, substrat? Ouais, si on veut. De ouf. Moi je suis trop intéressé par ça en plus. La base d'un montage de terrarium ou de n'importe quelle culture de plante, c'est la terre. De ouf. Ouais, et on voit beaucoup de choses passer sur les chaînes YouTube, mais aussi sur les Instagram et compagnie. On met des pouzzolanes, on met pas de pouzzolanes, on met des telles marques de substrat, on met pas telle marque de substrat. En fait, il y a pas de recette parfaite pour les univers terrario. Moi, j'arrive toujours sur les bourses avec 2 types de substrats que je vais te montrer. Vas-y, de ouf. Le substrat, pour moi, c'est vraiment une passion, quoi. À chaque fois qu'on se voit, tu m'en parles souvent du substrat. Ah ouais. C'est pour ça, ça peut être un bon truc, franchement. Je pense que je suis trop content de ma production de plantes. Ouais. C'est vraiment le truc, vraiment, parce que c'est quand même 90% de mon chiffre. Oui. Mais je pense que mon substrat, c'est ma fierté. Ok. Voilà. C'est que je m'en vante, clairement. Voilà. Ah ouais. Du coup, ça, c'est un peu le substrat de base. Ah oui, d'accord. Une terre qui est sans tourbe. La tourbe, quand on l'utilise pour faire une terre, on va beaucoup impacter les environnements. Ok. Puisque la tourbe met environ plusieurs centaines de milliers d'années à se créer. Ah bon? Oui. Donc, quand tu prends une terre à base de tourbe, donc de dégradation de sphène, tu vas impacter un environnement, enfin, l'entreprise a impacté un environnement qui va mettre par des centaines de milliers d'années à se recréer. Ok. Donc ça veut dire que tu détruis un environnement pour en recréer un dans un bocal. Ah c'est bizarre, ouais. Ok. C'est nul. Ouais. L'avantage de la tourbe, c'est que c'est hyper riche en nutriments. Du coup, ta terre vieillit moins vite. Donc c'est aussi un argument commercial. Okay. Donc là, on est sur une terre qui est sans tourbe, qui est issue de la dégradation de l'humus. Ouais. Donc en fait, c'est une terre qui met entre 50 et 100 ans à se former. C'est long en fait. Ah mais la terre, c'est très long à fabriquer. Putain. Et après, il y a de la coco. Ouais. Voilà, fibres, chips, chose qu'on utilise au quotidien. Ouais. Dans notre milieu du moins. Et de la perlite pour faciliter le drainage. La perlite a aussi un avantage, mais qui est
moins marqué en terrario, c'est que ça retient les engrais. D'accord. Voilà, du coup c'est un petit plus pour les plantes, mais c'est pas forcément un plus dans un univers clos. Ça c'est le terreau de base, qu'on peut très facilement utiliser pour beaucoup de constructions de terrario, mais généralement il implique une couche de drainage au fond, puisque c'est un substrat quand même qui peut retenir légèrement l'eau. Même s'il y a des éléments de drainage comme la perlite, on reste sur quelque chose de basique. Pour le drainage, tu peux mettre quoi? De la bille d'argile? Ou il y a d'autres trucs? Ouais, pouzzolane. Pouzzolane, ouais. Pumice, perlite, tout ce qui est minéral. Ok. Des graviers, tout ce qui ne va pas retenir l'eau. Après, tu peux partir sur une base telle quelle comme ça, mais du coup, c'est un substrat qui va pas se lessiver, donc qui va fatiguer très vite. D'accord. Et le but d'un terrarium, c'est pas de changer la terre tous les 6 mois. Ah oui, c'est normal, bien sûr. Alors que quand même, on l'oublie trop souvent, et je pense que peu le font, une terre mise en espace clos, comme un terrarium, qui est animal ou pas. Même s'il y a des enrichissements, parce qu'il y a des plantes, parce qu'il y a les éjections des animaux, par exemple. Oui. Mais en fait, une terre vieillit environ et devient inerte à peu près en 1 an, 1 an et demi. Ah ouais, ça c'est bon à savoir. Que ton sol, il est mort en 1 an et demi. Allez, 2 ans max si t'as une terre de très bonne qualité. Sur le principe, il faut que tu nettoies, que tu refasses une partie de ton terrarium. Et ouais, tous les 2 ans, ok. Voilà. Et ça dépend des animaux. Quand t'as des cloportes, tu fais que du cloporte ou de la colambole, tu vas avoir un substrat qui va être plus actif. Mais ils vont te dégrader toute la couche végétale. Et du coup, si tu maintiens des cloportes, la terre elle sera plus. Tu peux garder ta terre vivante, on va dire, plus longtemps. Ok, d'accord. Voilà. Après, le piège, c'est quand tu vas la changer, alors tu passes tout à la passoire. Ouais, j'imagine, ouais. Putain, l'enfer. J'ai jeté la moitié des cloportes. Putain, les colamboles, franchement, mais bon, les cloportes, voilà. Quand j'ai changé celui-ci, je pense que j'en ai perdu quelques-uns. Tu l'as derrière là-bas, là? Ouais, j'ai laissé le bac en stand-by pendant 1 mois pour en ramasser toujours 1 ou 2 qui traînaient ou les bébés qu'on voit pas. D'accord. Alors, si tu veux, on fait l'aparté sur celui-ci. Bah, de ouf. En fait, j'ai rien planté. T'as rien planté? Non, j'ai rien planté. En fait, j'ai mis une couche de sphaigne. La sphaigne a l'avantage d'avoir une durée de vie, quand elle est vivante, d'entre environ 6 et 12 ans selon les espèces. Ah, quand même. Du coup, une base de sphaigne, et c'est génial parce que tu la changes pas tout le temps en fait. Ouais, bien sûr, ok. Voilà. Après, encore faut-il bien la traiter. Oui, après ça c'est autre chose encore, ouais. Et dessus, j'ai mis une couche de mousse. D'accord. Déshydratée que j'ai réhydratée, voilà. Celle qu'on trouve sur mon site. Qui vient d'un producteur qui est dans les Vosges. Incroyable. Voilà. Il y a très peu de producteurs de mousse parce qu'il faut un permis d'exploitation, c'est compliqué. Puis en fait, clairement, je ne sais pas comment c'est rentable. Enfin, quand tu vois le prix auquel on les vend, ça veut dire qu'on les rachète déjà à des tarifs. Oui, bien sûr, ouais, non, mais bien voilà. sûr, je vois. Ouais. C'est qu'on peut tout à fait ramasser un bout de mousse dans la nature, mais on peut pas ramasser des gros plateaux parce qu'on va impacter aussi des écosystèmes. Il y a des espèces qui sont protégées. Et tout normal. Ça, il faut prendre en compte, voilà, c'est tout à fait normal. Pour un terrarium, tu peux pas prendre la mousse dans la nature parce que tu vas ramener peut-être des insectes ou autres, ou des champignons qui sont pas compatibles avec les animaux que tu vas mettre. Bien sûr, et de toute façon, tu peux pas le désinfecter la mousse. Oui. Tu peux rien faire. Si tu le mets au four, bah elle brûle. Ouais, c'est pour ça. Du coup, l'avantage des mousses déshydratées, c'est qu'il n'y a plus rien qui soit actif à l'intérieur. Ok. Voilà. Comme les mousses boules qu'on voit un peu en expédition. Ah oui. Champignons de Prisca. Ouais. C'est qu'elles sont juste déshydratées. Elles restent déshydratées 1 année ou 2. Donc c'est vraiment génial. Elles ont une capacité de dormance qui est exceptionnelle puisqu'elles vivent dans des forêts comme les Vosges, qui sont des forêts à climat continental où il y a des hivers très froids et humides et des étés chauds et secs. Donc elles rentrent naturellement en repos. C'est ouf. Génial pour la vente. Donc cette mousse, je l'ai collée sur la sphaigne. J'ai mis un beau plateau et en fait, dans la mousse, qu'est-ce qui reste en dormance? Les spores de champignons et de fougères. Alors sur les mousses plates, généralement, on n'a pas de champignons. Ouais. On a beaucoup de la fougère. Alors c'est l'inverse sur les mousses boules. On a beaucoup de spores de champignons. J'ai planté une très grosse et j'ai 8 tonnes de champignons cette année. C'est ouf. Champignons non comestibles. Mais qui viennent des Vosges. Bon, ça reste du local. C'est ouf, carrément. Et du coup, là, c'est que des fougères en fait. Ouais. Et en fait, c'est que les spores de fougères qui ont émergé. Et d'autres sont mortes, des nouvelles sont apparues. Okay. Et j'en ai taillé aussi parce qu'elles s'abîment à force aussi, elles vieillissent. Et en fait, je n'ai absolument rien planté. C'est ouf. Bah, franchement, c'est super beau. Là, il y a de avoir 5 ou 6 euros de mousse. En 3-4 mois, j'ai les premières fougères qui sont sorties. Donc en fait, si t'es patient, tu achètes 5 balles de mousse, t'as intérêt à me planter en 1 an. Non, mais c'est trop bien en vrai. C'est les bons plans pour ceux qui n'ont pas d'argent, quoi. Mais carrément. Et après, tu rajoutes des bois, des lièges, des cailloux, on en trouve toujours, tu vois. Et oui, bien sûr. Les cailloux, ça reste inerte, donc une fois bien nettoyé, tu peux les foutre en terrarium. Le liège, tu peux le nettoyer et le passer au four. 2-3 souches d'aquario, j'avais quelques aquariums. Ok. Et je suis passé de 5 à 200 cloportes en 1 an et demi à peu près ou 2 ans, sachant que l'été, ça m'est arrivé de les oublier un petit peu. Ok. Voilà. Avec la fougère et tout, tu m'humidifies souvent ou pas? Non. Tu laisses tout faire là? Je pense que je mets à peu près 1 litre d'eau tous les 4-5 mois. Ah oui, d'accord. Pour humidifier. Et après, je nourris les cloportes. Enfin, oui, bien sûr. Ouais. Tout ce que j'ai, genre épluchure de carottes, paillettes de poisson. Et encore, je pense que je les nourris pas assez. Sinon, j'en aurais 4000 et je serais plus quoi en faire. Ah bah putain, ouais, non, c'est clair. Voilà. C'est du porcelliola ibis classique, made in France. C'est que de la récup, les choses un peu comme ça. Un vieil aquarium que j'avais. Juste un temps où j'ai mis des orchidées, mais elles ont pas tenu parce qu'ils les ont défoncées. Voilà. Okay, c'est bon, ouais, super intéressant. Ouais. Je vais te montrer la seconde variété de substrat que je travaille, qui lui c'est mon favori. Vraiment, c'est plus quali. Ah oui. Et en fait là, c'est un substrat qui est sans terre. Sans terre. On a l'impression de voir qu'ils ont de la terre, c'est de la coco hyper broyée. Donc c'est du broyat de coco. Il y a différentes échelles de fibres et de chips. T'as à nouveau de la perlite qui est indispensable
indispensable. T'as de la pumice, qui est une boue volcanique qui est compressée, mais du coup quand elle va se dégrader, elle rend actif toujours le sol, parce que du coup c'est un sol qui va être en évolution. Donc en fait c'est ce qui se passe dans la nature. Donc ça, la pumice j'adore. Parenthèse, si elle est vendue blanche, c'est qu'elle est traitée. Donc prenez-la toujours brute, marron. Je savais même pas, tu vois. Là elle est normale là. Il y a 2-3 grandes marques européennes qui en vendent de la blanche et... Bon bah ouais, c'est bon à savoir ça, tu vois. Franchement... Ouais, généralement quand c'est blanc... Ah ok. Bon, la perlite c'est à part, parce que c'est calcaire. Et il y a de la vermiculite. Et en fait, la coco et la vermiculite font office de rétenseur d'eau, mais il y a beaucoup d'éléments minéraux, environ 40-45%. Du coup, tu te retrouves avec quelque chose d'extrêmement léger et drainant, ce qui permet de composer des terrariums sans couche de drainage au fond. Et il est hyper utile pour tout ce qui est plantes à racines légères. Et souvent en terrarium, pour ceux qui aiment bien avoir des très belles plantes, on va avoir des beaux bégonias, des sonerillas, la sélaginelle, des variétés qu'on connaît un peu en milieu terrario, qui ont de la racine très très fine, parce qu'elles vivent sous grâce à l'humidité ambiante. Donc il leur faut un substrat hyper léger. Donc minéral. Par exemple, souvent on pense les terrariums pour s'amuser, et en fait, on dit toujours qu'il faut mettre un drainage au fond. Là, il n'y a pas de drainage, c'est qu'une base minérale. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, les mousses poussent bien. C'est pas l'espèce que tu m'avais dit la dernière fois là? Ouais, on est peu en Europe à s'amuser. Incroyable. Vraiment, substrat à la base. Alors après, il y a des considérations de prix toujours à prendre en compte. Oui, bien sûr, normal. Mais surtout, on n'a pas les mêmes budgets. Mais quand tu montes un terrarium ou un aquarium, moi j'ai commencé comme ça avec mon premier aquarium. Si t'as pas de budget, t'achètes un mois le bac, t'achètes le mois suivant la terre, t'achètes le mois suivant le truc, tu vois. Ouais, bien sûr, au fur et à mesure, tu construis ton truc. Ou t'économises tous les mois pour la faire plaisir. Mais tu sais, un terrarium qui sera planté, donc plutôt pour des espèces tropicales, asiatiques, ou d'Afrique centrale ou d'Amérique latine, tu vas te retrouver avec un terrarium qu'il faut monter plusieurs mois à l'avance. Ouais, bien sûr, oui, c'est clair. Les végétaux s'installent en fait. Donc en fait, tu peux y aller par étapes. Parce qu'on sait que souvent, le plus cher, c'est pas forcément l'animal. Les dendrobates à 100 balles pièce. Ah ouais. T'en prends 3 ou 4, tu te dis ça fait 400 euros. Ton terrain, t'as déjà coûté 150 euros, plus ta terre 50, plus tes plantes 100 balles, plus ta déco, plus ta pompe, plus. Mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que pour commencer, des fois, je pense que les. Alors moi, j'ai pas forcément l'habitude, les terrariums secs sont plutôt faciles. Carrément. Tu mets la terre, tu mets ton bac, et voilà. Alors qu'un terrarium planté, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'espèces qui apprécient plus les petits terrariums plantés. Donc tu dois être au moins sur du 45-45. Oui, en général. Donc la terre, très important, choisissez une très bonne terre. Alors je sais que 2-3 collègues terrario apprécient beaucoup mes substrats pour les insectes, puisque j'ai un substrat gourmand en eau, pour tout ce qui est plante un petit peu pénible, qui demande beaucoup d'eau. Et en fait, c'est 60% de coco. Et du coup, les cloportes adorent. Et elle m'a dit, la personne, genre, mes cloportes, ils se sont jamais autant multipliés. Alors peut-être plus nourris aussi. Je l'ai vu sur la bourse de Condrieu. Elle m'a repris du substrat au reptiliade pour un autre de ses bagues à cloportes. C'est le gourmand en eau, parce que je veux voir un petit peu la tête qu'il a. Ouais, carrément. Voilà, il y a beaucoup de coco, il y a un peu de terre sans tourbe, il y a de la perlite, de la vermine. Ça se voit qu'il est quand même plus compact le truc comparé à l'autre. Alors, j'aurais pas dit plus compact même s'il y a beaucoup de coco. Parce qu'en fait, la coco ça reste quand même quand ça se compacte, aéré. Voilà, c'est pas comme la terre qui peut vite devenir un bloc. Donc en fait, t'as un terreau qui garde beaucoup l'eau, mais qui reste très léger. D'accord, je vois. Le deuxième point le plus important pour les plantes, ça tu dirais que c'est quoi? Après le substrat. Choisir les bonnes plantes, parce que finalement on part des fois tous sur une plante coup de cœur ou sur une plante belle, grosse, petite. Mais en fait, toutes les plantes sont pas adaptées à tous les besoins en humidité. Toutes vont pas avoir une croissance adaptée à son environnement. Quand tu prends une Phytipus avec un petit truc comme ça et que tu fous une plante qui va prendre 1 mètre dans l'année, ça sert à rien. Bien sûr. Faut rester sur du petit, du miniature. Je sais que des fois on me demande en bourse qu'est-ce qui grandit peu, mais tout le monde n'a pas ce réflexe-là. Et être attentif à la culture de la plante en amont, puisqu'une plante, comme on disait lors de notre dernier échange, si elle est bourrée d'engrais, mais en fait c'est mort en terrain. Si ça marche très bien, mais pas pour les animaux. Voilà, c'est ça le piège. C'est quand on les met en contact direct avec des êtres vivants qui sont plus ou moins fragiles, tu donnes pas à manger à ton chien ce qui traîne dans la poubelle. Ah oui, non mais bien sûr, carrément. C'est le principe en fait. Si tu prends quelque chose qui est issu de la surproduction végétale, selon les pays, tu vas avoir des charges en hormones, en engrais de croissance et en pesticides qui seront beaucoup plus importantes que ce qu'elles devraient. D'accord. Voilà, parce que des choses qui sont faites à l'étranger sont vendues en France, alors que nous on n'a pas le droit de les faire, parce que c'est interdit en France. Ah ouais. C'est le paradoxe. Ah mais c'est ouf, je trouve que c'est super important à savoir en vrai. Donc franchement c'est cool. Avec plaisir, parce que je trouve que c'est important de sensibiliser déjà à une approche raisonnée. C'est qu'en fait tu construis un biotope. Autant le construire de manière qualitative. Carrément. Voilà, c'est que tu vas quand même garder un animal pendant des années, voire 10, 20 ans selon les espèces. Ton environnement, tu veux qu'il soit parfait pour lui. On dit attention en bourse aux achats compulsifs. Je veux dire, coup de cœur sur ce petit pogona, j'achète un pogona. Ouais, mais derrière, il faut t'acheter le terrarium et tout. Oui, bien sûr, c'est un truc en amont. Tu peux pas acheter un animal sur un coup de tête. Voilà. C'est moins compliqué pour les plantes, mais c'est pareil, il faut aussi avoir une approche raisonnée et du coup, appliquer ce raisonnement à tout l'écosystème. Franchement, très bien dit, incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait trop plaisir. Hein. Avec plaisir. En vrai, je pense que je vais te choper un petit obligat, tu vois. Je vais prendre celle-là. Elle est magnifique celle-là. Très sympa. Même prendre un RBC, c'est la dinguerie ça.
Ça y est, l'événement est fini pour nous. J'espère que vous aurez appris plein de choses aux côtés de Psychoplante dans le terrarium. Bon les amis, il fait nuit, c'est l'heure de partir. Ouais, c'est l'heure d'aller manger. Enfin, nous, ça va 21h alors. Toi, tu fermes à 21h quand même. Ouais. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. C'était un vrai plaisir comme à l'habitude. Bah ouais, carrément. Je repars avec un petit herbier personnalisé, unique en plus. Ouais. Et un petit oblica, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de force parce que c'est quand même un sacré taf de tout ce que tu fais là. Oui, mais bon, on est passionné. Voilà, on en parlait tout à l'heure en off, on en parlait, on a dit tout ce qu'on fait, même si c'est beaucoup d'heures de travail, on kiffe. On compte pas nos heures, surtout au printemps. Voilà, autant l'été, il y a beaucoup d'arrosage, mais il n'y a pas beaucoup d'événements. Autant au printemps, on bosse 10-12 heures par jour au moins quoi. Qu'est-ce que c'est avec les montages? Non, mais c'est clair, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour le terrarium. Écoute, avec grand plaisir. Bon, quand la vidéo sortira, elle sera fermée. Mais le site existera toujours. Voilà, n'hésitez pas à aller sur son site, c'est Psychoplante. Oui, .com je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien. Tu trouves direct. Je vous mettrai le lien dans tous les cas parce que. Tu sais. Tu fais des très beaux substrats, on en a parlé, et des très belles plantes, donc ça fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Plantez bien. On se retrouve le lendemain. Je voulais terminer cette vidéo tranquillement en vous faisant un petit haul. Psychoplante m'a offert une petite plante et Nanook m'a offert un herbier. Déjà, je les remercie infiniment. Je me suis régalé à leur événement. C'était vraiment un truc à faire. Donc avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous présenter ce que j'ai eu. Premièrement, Psychoplante m'a offert une petite bouture de Monstera obliqua. C'est la Pérou. J'adore cette plante. Je crois que c'est l'une de mes plantes préférées honnêtement. Elle a vraiment des feuilles de fou et il avait plein de pieds. Il m'en a gentiment offert un. Donc je le remercie infiniment. Comme ça, elle va pouvoir rejoindre la chambre de culture. Elle est vraiment magnifique, les feuilles sont bien vertes, ça fait plaisir. Petit obliqua, et je vais vous montrer l'herbier qu'elle m'a offert. Voici l'herbier qu'elle m'a offert, il est pas trop beau. Regardez-moi un peu cette beauté. Elle m'a expliqué qu'elle fait des herbiers uniques. Déjà la plante c'est une vraie, et là il y a écrit son nom, donc c'est la Monstera Adansoni Mint, c'est celle que j'avais avant, mais là elle est séchée. Et après elle m'a expliqué que les dessins, ils sont tous uniques pareil, donc je suis le seul à avoir ce type de dessin. Il est vraiment super joli, c'est travaillé à l'aquarelle, elle gère super bien. Très content d'être venu avec ces petites beautés. Ce tableau bien évidemment, je vais l'accrocher dans ma reptile room. Et le truc qui est bien, c'est qu'on peut aussi le poser comme ça. Voilà, tout simplement. Et sinon, on peut l'accrocher directement. Elle m'a même mis une espèce de petit marque-page avec ses réseaux. Je vous les mettrai bien évidemment en description. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis régalé. J'ai appris plein de choses chez Psychoplante. Et j'ai découvert des pattes artistiques vraiment intéressantes. Donc merci beaucoup pour ces moments. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager. Et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.